monde et bienvenue au Mon Corvo, voici Kitaro. Et voici Kamaltero. Et bienvenue dans notre analyse complète du chapitre 982 de One Piece. Si vous pensez avoir loupé des détails importants durant votre lecture, ne vous inquiétez pas, on est là pour ça. On a une série de rencontres insolentes. Nous avons aussi pas mal de petits secrets sur les Tobiropo qui, vu leur loyauté, pourront très bien changer de camp. Et surtout des secrets au niveau de Marco, de l'équipage de Nekomamushi. Nous allons parler de la quête de Momonosuke face à Orochi, Kaido et Kanjuro, et surtout son passage à l'âge adulte en première partie. En deuxième partie, nous aborderons donc les Tobiropo et possiblement leur changement de camp. Une série de rencontres insolentes entre Tobiropo et membres des Fourreaux Rouges, pour enfin, en troisième partie, aborder tous les petits secrets qui vont être éparpillés dans ce chapitre. Marco, les Fourreaux Rouges, Nami, Usopp, Chopper, Big Mom. Comme le dit Inuarashi, la bataille n'a pas encore commencé, alors si comme nous, vous voulez connaître la fin du troisième acte, que fait Eiichiro? Nous sommes encore dans les préparatifs et la guerre se fait attendre. Ne vous inquiétez pas, on est là pour tout vous raconter, vous êtes prêts? Let's go! Le plus inoffensif des enfants face à la plus puissante des créatures, Eiichiro continuant de peindre son conte d'un enfant et de son passage à l'âge adulte empêché par sa mère d'en être un. Oui, 20 ans plus tard, Momonosuke Kuzuki a toujours 8 ans et est une honte pour Kaido. L'histoire du fils qui vivait dans l'ombre du père, obligé de se mettre à genoux et de supplier un pirate, criant haut et fort vouloir devenir aussi fort que son père au chapitre 819, mais sans cesse rabaissé par ses propres compagnons comme Ashura Doji au chapitre 925, disant être tombé en admiration pour Oden et non son fils. Ou encore les Mugiwara au chapitre 819, Momonosuke ne peut rien faire, ce n'est qu'un enfant, il doit être protégé et ne peut pas protéger les autres. Alors, le prince va devoir, pour conclure son arc narratif, réaliser l'impossible, devenir un courageux samouraï, un grand shogun et un puissant dragon. En bref, un adulte. La poésie japonaise transformant ce passage toujours de façon très imagée. Si le chat ne parle plus, si les couettes tombent, si la maladie est acceptée ou si nous sommes capables de prendre le train tout seul, alors l'enfant a fait place à l'adulte. Mais le voyage vers la maturité et l'indépendance peut être long, très long, surtout chez One Piece. Ainsi, la quête de Momonosuke, qui a débuté en 2012 au chapitre 684, est toujours en cours, et sa métamorphose est alors très attendue tant nous pensons qu'il est celui qui fera tomber Kaido, à l'instar de la vision de Tolkien où les plus infimes créatures mènent au triomphe et sont à l'origine de rédemption. C'est avec le discours du prince au chapitre 976 et de son courage au chapitre 979 que l'auteur nous montre que petit à petit, le dragon prend son envol. Le mangaka appuiera donc le dégoût des antagonistes via leur regard méprisant sur le minuscule enfant qui, plongé au milieu de géantes figures comme Black Maria ou Orochi, paraît plus inoffensif que jamais. Car encore une fois, Kaido comme Kanjuro tiennent littéralement entre leurs mains l'héritage des Kuzuki, appuyant par cette image forte qu'ils sont encore en contrôle. Ah, 察しの通り、罪といえば大変な罪。カイドウは我らから情報を引き出そうとしておる。先代大名光月おでん様は海賊王ゴールディ・ロジャーと共に最後の島ラフテルにたどり着き世界の秘密を知ったお方でござる。
Comme déjà annoncé au chapitre 818, Oda confirme que Kaido cherchait bien à extraire des informations sur Raftel au fourreau rouge, et a aujourd'hui la confirmation que c'est inutile car Oden n'a jamais rien raconté à ses vassaux. Bien qu'il souhaite la destruction du monde, Kaido, comme tout empereur, semble aussi vouloir connaître la nature du One Piece et posséder le titre de roi des pirates. Kaido, comme au chapitre 973, garde son air déçu face à la progéniture du plus grand adversaire qu'il n'ait jamais affronté. Il est donc légitime de penser que tout cela se répercutera sur la figure de Yamato, fils de Kaido, obligé par son père à devenir extrêmement puissant pour ne pas le décevoir. Seulement, son absence au banquet et le fait que l'empereur soit obligé d'envoyer ses hommes d'élite à sa recherche prouvent qu'il n'entretient pas de bonnes relations avec lui, car obligé d'être cruel et extrêmement puissant juste pour la fierté de son père. C'est donc ironiquement que Yamato pourrait alors envier Momonosuke d'être faible et Momonosuke envier Yamato d'être fort. Une jalousie dans un parallèle d'écriture qui prouve que les enfants des deux grandes légendes vont avoir un rôle très important à jouer dans la bataille à venir. Oui, à venir, car s'il y a une chose que l'auteur veut bien nous faire comprendre avec ce chapitre, c'est que la guerre, elle, n'a pas encore commencé. En effet, nous sommes toujours au 3e acte de Wano Kuni. Nous vous le répétons depuis maintenant 2 ans, le pays de l'harmonie étant construit comme une véritable pièce de théâtre kabuki où chaque personnage porte des masques et donc ont plusieurs personnalités, le premier acte était l'introduction, le deuxième la construction et le troisième celui de l'explication de l'enjeu. Le 4e sera donc la bataille pour cet enjeu et le 5e le dénouement et fin de l'arc. Eiichiro Oda, créant des entr'actes entre chaque acte par des chapitres d'explication géopolitique, ne l'a toujours pas fait pour la fin de l'acte 3. Ainsi, comme le dit Inuarashi, nous sommes encore dans de l'infiltration et des préparatifs. Le festival du feu a commencé, mais pas la bataille. Et bien que les supernovas par leur légendaire discrétion ont ouvert les hostilités, la guerre, elle, se fait toujours attendre. C'est pourquoi nous pensons que c'est lorsque tout l'échiquier sera en place, que chaque pion aura trouvé son adversaire et que l'ennemi saura réellement que les samouraïs sont venus se venger, que le 4e acte commencera. Oui, il commencera lorsque les fourreaux rouges seront devant Kaido et Orochi, lorsque les 9 ombres revenues du passé seront projetées sous la lune. Le 4e acte, qui aura pour but la réalisation de la prophétie d'Otoki, pourra alors commencer. Une guerre qui se fait donc attendre tant son parallèle avec Marineford ne fait que croître. En effet, après Portgas the Ace, nous avons l'annonce de la prochaine exécution, celle de Momonosuke, annonçant comme contre la marine une immense bataille mais aussi une course contre la montre, et surtout la mort de personnages. Car le message est fort, alors que le père a donné sa vie pour ses vassaux et que ces derniers n'arrivent pas à sauver son fils, alors l'honneur des samouraïs sera balayé et ce sera la fin de la lignée Kozuki. Magnifique parallèle ici des fourreaux rouges qui vont peut-être cette fois-ci se sacrifier pour sauver Momonosuke comme leur maître l'a fait pour eux il y a 20 ans. Ainsi, Orochi, qui se remet à trembler en apprenant de la part de Kanjuro que les samouraïs sont de retour, a toutes les raisons d'avoir peur. Et alors qu'au chapitre 973, il savait qu'il ne lui restait plus que 20 ans à vivre, aujourd'hui, il sait qu'il ne lui en reste plus que quelques heures à peine. La sagacité et les capacités de leader de Kinemon sont alors récompensées, tant son plan de destruction des navires et son déguisement aura permis une nouvelle fois de tromper Fukurokuju et la paranoïa pourtant sans faille d'Orochi. Et personne ne se doute que 5000 hommes marchent en ce moment même sur Onigashima pour couper les 8 têtes du serpent. Kurozumi, littéralement charbon, signifiant l'obscurité de la nuit, avait réussi pendant 20 ans à effacer la clarté de la lune représentée par les Kozuki. Ainsi, comme dirait une autre petite et insignifiante créature, il existait des histoires dont on ne voulait pas connaître la fin, car elles ne pouvaient pas être heureuses. Comment le monde pouvait-il redevenir comme avant avec tout le mal qui s'y était passé? Et en fin de compte, l'ombre ne fait que passer, car les ténèbres, comme la nuit, doivent passer. Et un jour nouveau viendra, et lorsque le soleil brillera, il n'en sera que plus éclatant. Les personnages de ces histoires avaient 36 occasions de se retourner, mais ils ne le faisaient pas parce qu'ils avaient foi en quelque chose. Il y a toujours du bon dans ce monde, et il faut se battre pour cela. Kaina, わしは将軍であるぞ。20年前の遺恨はこのわしが恐れてるとでも言いたいのか。
Rencontre d'insolents, un titre qui, vous allez le voir, ne reflète pas que la dernière rencontre entre Luffy et Ulti, mais aussi bien celle du début entre Black Maria et Kaido, et surtout celle de Denjiro face à Sasaki. Une insolence alors qui va traverser toutes les pages, et on commence du coup forcément avec la première, ça va être celle de Black Maria, puisqu'elle va carrément refuser les ordres de Kaido, simplement en ne pas cherchant son fils, mais en restant, créant une sorte de petite séduction auprès de l'empereur. Grande geisha du quartier des plaisirs, tout est lié maintenant, elle va séduire l'empereur, et du coup on voit ici, et c'est cool, une sensibilité très différente de chaque Tobiroppo pour monter en grade. On voit qu'il y a des cases qui sont adressées par Oda qui sont absolument pas anodines, comme par exemple celle où elle va servir Orochi, et elle insiste, qui a envie de servir Orochi? Personne. On voit très clairement que elle veut se faire mousser, et c'est bien parce que du coup ça a présenté la première insolence. C'est un petit peu la génération terrible de chez Kaido, et de ce fait leur loyauté n'appartient qu'à eux-mêmes. Ils vont pas du tout être là pour Kaido, ils vont être là pour leurs pommes, et du coup peut-être qu'ici on pourrait commencer à séparer deux groupes de Tobiroppo, avec par exemple des extrémistes un peu à la Wuzwu qui sont bien décidés de chercher le fils de Kaido pour monter en grade chez lui, et d'autres qui sont un peu plus subtils comme Black Maria, créent une certaine empathie avec le lecteur. Bah surtout que ça a l'air d'être la plus gentille de toutes, et ce qu'elle fait avec Momo c'est touchant. Oui. Après Black Maria qui dit clairement à Kaido pourquoi aller chercher ton fils alors que je peux t'en faire un autre, nous avons ici la rencontre entre Sasaki et Denjiro. Autre Tobiroppo, autre forme d'insolence, cette fois c'est les deux personnes qui sont censées se connaître, un trahit l'autre et lui dit clairement est-ce que tu connais l'histoire de Wano Kuni? Et donc là la question se pose aussi légitimement, est-ce que comme d'autres Tobiroppo, Sasaki ne va peut-être pas aller plonger un petit peu du côté de l'alliance et se dire c'est quoi l'histoire de Wano, vas-y raconte-moi un peu pour voir. C'est là la porte ouvert à l'interrogation et aux deux versions de l'histoire en fait. Est-ce que, comme ils ont absolument aucune loyauté et qui cherchent absolument que leur propre gain, est-ce que un Tobiroppo, comprenant que le gain est plus important cette fois-ci chez l'Alliance, va pas s'y diriger, va pas se dire peut-être que finalement, attendez, il y a quoi, il y a Marco le Phoenix qui arrive, ouais attendez j'arrive. C'est tout bête, quand ils ont été présentés dans le chapitre, ils savaient pas qu'il y avait une guerre qui éclatait et que des ennemis arrivaient. Pour eux, leur seul moyen de monter en grade dans le nouveau monde, c'était en interne chez Kaido. Ils se sont dit bon bah c'est marrant et tout cela, cependant maintenant qu'il y a une guerre, ils vont comprendre qu'il y a des enjeux qui vont être extérieurs aussi. Pourquoi est-ce que par exemple Sasaki pourrait rejoindre l'Alliance? Déjà, quand vous voyez le coup de Denjiro, vous vous dites il est Yonko level ce coup, et quand on voit son visage, on se dit que il a pas l'air énervé, mais plus choqué, surpris, parce que c'est des personnes qui s'entendent bien. On voit qu'ils ont un passé qui disent ah ça m'étonne de toi de pas te voir à la fête en train de boire et tout, ouais bah toi pareil. Ça se voit qu'ils se connaissent bien, qu'ils sont appréciés depuis un bon moment. Ça laisse aussi supposer que maintenant Denjiro est au courant du fils de Kaido, ou en tout cas il est au courant qu'on est en train de le rechercher, et alors il va peut-être pouvoir tirer ça à son avantage, intelligent comme il est. Dans tous les cas, que Sasaki rejoigne l'Alliance ou non, nous avons ici une véritable rencontre d'insolence encore une fois, parce que Denjiro ne répond pas du tout aux ordres de Sasaki, le trahit, lui montre en fait à qui il est loyal réellement, et tout ça en fait encore une fois moi ça me rappelle le théâtre des illusions de ce qu'on vous raconte depuis maintenant 2 ans sur Wano Kuni. S'il se retrouve sur Onigashima, clairement Denjiro se dévoile, son dos se met à nu, enlève son masque comme il a enlevé sa banane. Comme on sait maintenant à quel camp font partie tous les habitants de Wano Kuni, ce d'Onigashima on le sait pas encore. C'est pourquoi ici nous on va vous demander un peu de réfléchir et de vous dire que peut-être que Oda il nous cache encore des choses, et peut-être que chaque Tobiroppo ne va peut-être pas forcément en fait se battre pour l'empereur, mais peut-être plus pour Luffy. Clairement la question de Denjiro pourrait être perçue comme une invitation à la vérité plus qu'une menace en fait. Et également parce que c'était important de le préciser, je sais que ça peut être un peu décevant pour certains, juste de voir Sasaki être pris de court et être emprisonné directement alors que c'est censé être un putain de Tobiroppo, et je vous dirais que c'est du Eiichiro Oda, il ne pouvait pas du tout soupçonner Kyoshiro, à savoir Denjiro. Et enfin la dernière rencontre la plus marquante, celle de fin de chapitre entre Ulti et Luffy, qui sont clairement ici les deux plus insolents de l'île. Déjà Ulti nous était présentée dans les précédents chapitres comme l'insolence même, c'est elle qui répondait à Kaido, c'est elle qui disait qu'elle en avait rien à foutre de l'histoire de famille, qu'elle voulait pas faire ça, que c'était chiant. Elle est insolente envers Kaido, elle est insolente envers Page One, elle est insolente envers tout le monde. Mais de l'autre côté, on a Mugiwara no Luffy, le mec le plus insolent sur terre. Le mec qui hurle au monde entier, qui les baise tous un par un. Ça va faire forcément plein d'étincelles. Quand deux personnes s'aiment pas, souvent c'est qu'elles peuvent être très différentes. Quand elles se ressemblent énormément, ça va pas être de la haine, ça va être une rivalité qui va se former. Ici on a vraiment le culot féminin et le culot masculin. Première impression, elle est très bien réalisée par Eiichiro Oda, parce que quand le culot se retrouve et qu'on lui dit t'es qui, c'est non, toi t'es qui en fait.
t'es qui? Toi t'es qui? Non, toi t'es qui? Parce que oui, ça a à peine commencé qu'une rivalité s'est déjà créée entre les deux. Et ça nous fait penser aussi tout simplement à l'équipage de Kid avec Killer et Kid, Zoro et Luffy. Ils sont tellement pareils, les deux équipages se ressemblent énormément, ils sont identiques et pourtant totalement rivaux. Et ben ici, est-ce que c'est pas ce qui va se passer? Alors est-ce que il va y avoir une amitié rivale qui va se créer? Est-ce que les deux, comme on a bien vu que Ulti n'était pas forcément d'accord avec ce que disait Kaido, qu'elle en avait rien à foutre, comme l'objectif commun de la rivalité entre Kid et Luffy qui est de faire tomber Kaido, qui va être le premier à faire tomber Kaido? Non c'est moi, non c'est moi, non c'est moi. Comme dans la prison à courir jusque là maintenant à Onigashima, faire toujours la course. Et ben est-ce que Ulti va pas participer à cette course? Est-ce qu'elle aussi elle va être là en mode putain vous cassez tous les couilles et tout? Après il faut quand même évoquer un penchant qui pour moi serait un petit peu néfaste. Ce serait celui qui voudrait qu'il y ait une relation amoureuse, parce que vous êtes beaucoup à nous avoir dit dans la réaction live waouh elle va tomber amoureuse. Alors c'est vrai que du coup déjà ça fait un petit peu la tsundere, on la voit un petit peu à la pudding là. Mais par contre, je trouverais que ce serait négatif pour la construction du personnage, c'est que déjà de base, c'est une femme, et voir Luffy s'entêter comme ça face à une jeune femme, ce serait vraiment parfait, parce que souvent, vu que c'est un shonen, et ben c'est tout le temps face à un gars, vous savez, ils se mettent les fronts contre front, et ils s'engueulent gna comme Kid. Ben là par contre, ce serait intéressant. Par contre, c'est vrai que c'est une maïe de mangaka, ça forcément, si elle voit que Luffy lui résiste autant, que ça va être le têtu, au fur et à mesure, vous savez, elle va être attirée par la résistance de Luffy et son indifférence. Il est comme... C'est le seul qui me fait ça, là, je comprends pas. Bon, ce serait un penchant négatif pour la scène, mais on verra où ça nous mène. Nous retrouvons le bateau des Nekomamushi avec à son bord Marco et surtout... quelqu'un qui à côté porterait un kimono, porterait des habits et qui interroge Marco en disant ouais t'as pris quand même du temps à venir et tout, c'est cool que tu viennes enfin. Alors bon, la première hypothèse est que cette personne que nous voyons pas réellement serait Izo, qui est bien là, qui est le frère de Okiku et qui lui aussi, fourreau rouge, a rejoint Nekomamushi pour venger son maître Oden avec qui il a grandi. Mais la deuxième hypothèse, et là, machallah, je veux dire c'est incroyable quand même, c'est qu'on voit bien que ce kimono il est rayé, exactement les mêmes rayures que celui qui se trouve avec Crocus et qui boit le saké sur la page de couverture. Là c'est fatigant quand même. Alors bon, c'est ça qui est hyper intéressant avec cette page, c'est qu'on n'a jamais eu aucun indice de qui pourrait être réellement ce personnage-là. C'est quelqu'un qui connaît forcément l'équipage de Lauro Jackson, qui vient de Wano Kuni, et Chiroda veut nous faire penser avec le kassa, exactement. Et puis l'habit. L'habit, le kimono, qui... Mais qui également, c'est un voyageur. Coppercaban, pourquoi pas, qui serait resté sur Wano, mais... Oden Dikuzuki. Oden Dikuzuki revenu d'entre les morts. Est-ce que ce personnage-là va vraiment apparaître dans l'histoire dans Wano Kuni? Ce serait vraiment le moment. Parce que si c'était Izo, en fait, pourquoi il l'aurait pas montré? C'est Izo. Parce que Oda, il est relou avec les ombres. Ouais. Il est relou, il a prouvé avec Oden de ne pas l'avoir montré pendant des chapitres pour aucune raison, pour au final juste le montrer après. Vu que ça se trouve, il attend un moment clé pour présenter Izo en mode Izo, et bah il pouvait pas le montrer là, alors il s'est dit bah je vais un peu le retarder. C'est possible que ce soit ça, on sait pas. Cependant, nouvelle interrogation, et ça va être vis-à-vis d'Onigashima. Et puis surtout, important à savoir que Nekomamushi, lui, et bien quand on l'a vu avec Marco sur l'île de Barbe Blanche, ils se sont séparés ensuite pendant 2 semaines quand même, et du coup ça laisse supposer que Nekomamushi, lui, comme il a pris Izo, il a pu prendre d'autres personnes avec lui. Marco, avec ses ailes, lui, il a volé et alors il a vu Onigashima. Autant dans la VF, c'est dit ah, c'est comme ça qu'elle s'appelle cette île un peu éloignée. Parce que vous savez, Marco était venu sur Wano, du coup il peut se poser la question. Mais un truc qui est plus important, c'est qu'il était sur Wano des dizaines et des dizaines d'années en arrière, et dans la version anglaise, il est indiqué quelque chose qui change tout au tout. Ah, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant intéressant. Alors ça quand même, pour la traduction, c'est un parti pris très osé. Du coup, ça voudrait dire que Marco c'est le nom de l'île que portait au temps d'Oden, c'est-à-dire que c'était même pas le même nom, et qu'en plus de ça, c'est intéressant que maintenant on l'appelle l'île aux démons. Le Phénix, c'est le bras droit de Barbe Blanche, qui était le mec le plus proche de Roger et de la vérité et du One Piece, des secrets du monde. Donc est-ce que Marco quand même va pas permettre à Luffy d'être un peu une clé du secret? Et il est plus vieux que chance, un road poneglyph, l'histoire d'un truc, l'île du Sphinx. On sait donc que Marco le Phénix est très important, et quelque chose qui était aussi très important pour les lecteurs jusque là, c'était le mot qu'il devait passer à Luffy. Mugiwara no Luffy ni korekara au nara dengon o tanamitai Nekomamushi. Pour le coup, eh ben je ne comprends pas le choix d'Eiichiro Oda, qui ici présente en fait le mot de Marco sur papier, écrit, jeté à la mer par Nekomamushi. Ne t'en fais pas, je viendrai mais plus tard, promis Marco. Si ce n'est que c'est ultra mignon, que c'est ultra gentil de la part de Marco, qui lui avait promis à Barbe Blanche de sauver l'héritage flamme de Port Ghazdi Ace. C'est super beau comme message de dire t'inquiète pas, je serai ton grand frère, mais pour le coup, c'est un message qui doit être transmis à l'oral. Pourquoi l'écrire? Parce que quand on dit ouais dites que j'arrive mais en retard, dites-leur, bah tu le dis pas, tiens,
Tu leur dis ça? Ouais, bah non, c'est pas normal du tout. Quand Nekomamushi lit le message, il dit bah... そら離れられんにゃ。ウィーブルの母親バッキンは元海賊だ。 Si vous voulez, ça n'a vraiment pas de sens. Et le simple fait de dessiner cette scène qui montre le message partir à l'eau, eh bien, ça veut dire deux choses. Soit l'une, soit l'autre. Premièrement, qu'il était possible que ce soit seulement la fin du message, en Voilà. fait. Et que de l'autre côté, bien que le papier soit plié pour être caché, peut-être qu'avant, il y avait marqué quelque chose de très important, en disant, il y a ça qui se passe dans le monde, il y a Sabo qui a été arrivé à la rêverie, je dois faire ça avec Weeble et tout, mais ne t'inquiète pas, j'arriverai plus tard, promis. On pourrait donc avoir ici la fin d'une phrase. Et là, ça aurait tout son sens, parce que sinon... Honnêtement, encore une fois, si ce n'est que c'est beaucoup trop mignon et trop kawaii de la part du Phoenix, c'est inutile, mais vraiment inutile. Imaginez Marco qui fait « Ah oui, en fait, tiens, j'arrive, promis ». Ça représenterait un énorme pétard mouillé de la part d'Oda qui nous a présenté ça il y a littéralement 2 ans. C'était en fin juin 2018 qui nous disait « Ouais, bah j'ai un message important à faire passer à Monkey D. Luffy ». 2 ans plus tard, la réponse était juste « Bah j'arrive mais en retard ». Voilà. Dans tous les cas, même si c'est que ça, eh ben c'est décevant parce que 2 ans de construction, 2 ans d'attente, ça crée quand même beaucoup d'attente chez les lecteurs et donc forcément à la fin c'est un pétard mouillé, c'est un ah bon. Mais la seconde explication logique aussi, eh bien c'est tout bête, c'est peut-être que justement vu que ça fait 2 ans, le mangaka il a beaucoup de choses en tête et il s'est dit bah l'abolition des corsaires, je sais pas si je vais vraiment la faire maintenant, donc peut-être qu'il sera occupé par Weeble, du coup peut-être que je vais faire un arc Weeble contre Marco et tout ça, et du coup de ce fait, Marco il viendra plus tard, sauf que ah non je me suis ravisé, et merde j'ai toujours ce message, et bah il faut que du coup que je trouve une pirouette, c'est possible, c'est une pote de mangaka, hein. Il faut absolument que je finisse l'intrigue de ce message pour pas que les lecteurs ils se disent il y a toujours le mot de Marco, bah maintenant c'est fini même si c'est un peu pourri, et ben comme ça au moins les gens ils se diront pas qu'il y a un problème de trou dans l'intrigue à cause du message, voilà au moins ce serait fini. Peut-être. De retour sur Onigashima, on est assez fiers parce qu'on avait prédit que donc de l'autre côté de l'île, comme pour Kinemon qui se séparait en 2 équipes encore parce qu'ils avaient rencontré un nouveau bâtiment qui s'est créé, nous avions dit que du côté de Denjiro ce serait le cas et que surtout il rencontrait un nouveau bâtiment et avec lui un nouveau Tobiroppo. Et c'est comme Denjiro qui de son côté va sûrement subdiviser ses forces également et trouver à l'instar du quartier des Black Maria peut-être lui aussi un quartier de Tobiroppo et du coup on va commencer à avoir nos petits duels. On a bien donc 4 équipes qui vont totalement encercler Kaido plus la 5ème avec l'eau qui arrive derrière Nekomamushi, Izo et Marco qui doivent trouver un moyen pour arriver et contourner les courants marins, qui font d'ailleurs un nouveau parallélisme avec Marineford. C'est incroyable parce que vraiment c'était exactement pareil, la forme de l'île déjà le fait. Maintenant en plus les courants marins faisaient qu'on ne pouvait pas contourner l'île. Le plan semble parfait. Comme à Marineford du coup énorme parallèle où on peut arriver que en face, ça permet de pas être attaqué par les côtés. Et ben ici maintenant le fait d'avoir un sous-marin qui est chose rare dans One Piece, Kaido il va se dire mais jamais de la vie on arrivera dans mon dos. Tous les faux rouges vont arriver devant Kaido pour finir l'acte et commencer les hostilités. Les 9 faux rouges seront là, qu'ils soient avec ou contre Kaido, parce que Kanjuro est également avec Orochi et Kaido dans la pièce. Et ben ils seront là enfin. Également la chose, on est très fiers, on avait raison, c'est que de l'autre côté de l'équipe Est, eh bien on se disait que 2 choses très importantes allaient se passer. 1, les filles vont aller dans le quartier des plaisirs pour opérer un nouveau combat, que ça va être Nami et même Shinobu. Eh bien ça va être les femmes qui vont rentrer dans le quartier des plaisirs pour se battre contre des Shinobu. Ne l'oublions pas. Et bien désormais ici, le combat semble être lancé contre Prométhée qui a retrouvé Nami. C'est trop bien. Et c'est trop bien parce que du coup, même si Big Mom est un peu relou dans le chapitre, ça montre quand même que son âme, rien que son âme, peut être un combat pour des Mugiwara. Et ça permettrait à Nami bien d'être absolument monstrueuse avec Zeus et Prométhée. Ça, si c'est elle arrive à très beau. contrôler les deux, à trouver la faiblesse du soleil comme elle a fait pour le nuage, et ben ça serait incroyable. Elle pourrait avoir un énorme power-up et devenir quelqu'un de beaucoup plus puissante comme on la présente depuis le début, comme une sorcière. Alors que depuis le début, et ben elle est liée à la météo, maintenant elle pourrait carrément la créer le soleil, créer l'orage, ce serait totalement incroyable pour Nami et elle en a vraiment besoin. Et aussi ce qu'on avait deviné c'est que avec Chopper, il y avait aussi Usopp dans le tank, dans le brachio-tank. Également Usopp qui du coup est à l'intérieur, il faut pas l'oublier, il faut bien que quelqu'un conduise ce tank. Usopp va devoir faire face à Big Mom. Les couronnes de c'est que c'est tellement la meilleure équipe pour affronter Big Mom. Les deux, entre guillemets, plus faibles des Mugiwara face à la gigantesque créature qui est Big Mom qui leur court dessus. Déjà, petite parenthèse sur Big Mom qui, encore une fois, est toujours dans des situations un peu relou parce que on la voit, en fait. on la voit toujours courir pour choper quelqu'un. Est-ce qu'elle va y arriver? On sait pas trop. Elle se fait tirer dessus. En tout cas,
elle a en face le véritable dieu Usopp qui est capable de mentir à n'importe qui. Et donc est-ce que elle va pas se reprendre un coup sur la tête parce qu'on a vu que juste voir Chopper ne suffisait pas. Alors est-ce que All-In ne va pas revenir parce que Usopp et Chopper, comme à Alabasta contre la taupe en fait, c'était vraiment ça, on retrouve le même duo. C'était un très beau duel. Ce qui est très beau, c'est que alors que ça paraissait totalement impensable de gagner contre la taupe et tout à Alabasta, ils l'ont fait. Alors maintenant, bien sûr qu'on dit pas qu'ils vont gagner contre Big Mom, mais est-ce qu'ils vont pas réussir à l'atteindre, à faire quelque chose? Et ce serait trop beau que vraiment ceux qui ont réussi à atteindre Big Mom soient Chopper et Usopp. Non mais imaginez, Usopp c'est le meilleur dealer de mensonges à Chopper. 気がつきゃいつの間にかボロボロだなこの船も買い時か勝手なこと言ってんじゃねえぞてめえまで分かってるよウソップ文句言っても仕方ねえルフィ俺ってやつあてめえ Pour que Chopper, qui soit le nouveau papa de Big Mom, puisse avoir les meilleurs mensonges. Non mais c'est le Et en plus, duo, mais du ça charlatan. Ça permettrait tellement que Usopp, genre franchement honnêtement, Les mais meilleures que- blagues, les malgré meilleures lui, blagues on de n'en sait pas, c'est peut-être totalement osé de dire ça, je le dis quand même, que Usopp, quoi qu'il advienne, je ne sais pas ce qui se passe, mais que malgré lui, sans faire exprès, comme d'hab, souvent en fait, bat l'empereur. Imaginez sa renommée de malade qu'il aurait malgré lui. Et il s'en vanterait et tout, il serait en mode lololol. Ce serait incroyable, vraiment, je veux ça pour God Usopp. Comme on vous l'a dit en première partie, et surtout comme le dit Inuarashi dans ce chapitre, la bataille elle a pas commencé. Et on est encore ici dans les préparatifs, dans l'échiquier qui doit se mettre en place. Et on sait pas encore qui va affronter qui. Et ça qui est très intéressant. Perso, moi ça me rappelle beaucoup en fait l'attaque du château d'Hunter x Hunter de Chimera Ant. Parce qu'on est dans un truc totalement de préparation et de stress en fait. On ne sait pas encore. Bien sûr, ici on est sur du Echiroda, donc c'est beaucoup plus comique, c'est beaucoup plus léger, mais au fur et à mesure, l'angoisse, le stress va s'augmenter jusqu'au Quand climax les final. faux rouges vont arriver devant Voilà, Kaido, exactement. Et donc c'est pour ça qu'on pense que ici, quand les feux rouges vont arriver, et ben le quatrième acte pourra commencer. Et pour le moment, et ben l'échiquier doit encore se mettre en place. Et c'est ça qui est cool. On a donc encore une fois un chapitre non pas de guerre, mais toujours de construction de la part des Oda. Profitons parce que l'acte 4 arrive, on aura sûrement des pages entre qui vont montrer l'avancée du monde. Et dès que l'acte 4 au Kabuki, qui est celui des confrontations, va arriver, Ouais, aïe, aïe. ça sera plus du tout pareil pour One Piece, on entrera dans quelque chose de spectaculaire. Donc profitons un petit peu de la mise en place par Eiichiro-Oda. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on est super content de vous voir toujours de plus en plus à nous suivre. C'était un véritable plaisir de la faire, c'était Kamaltero. Et c'était Kitaro. Ciao ciao.